Bienvenue dans un nouvel épisode de Zéro Filtre. Aujourd'hui, on aborde un sujet souvent évité, mais ô combien essentiel, le plaisir féminin. Pour en parler librement et sans tabou, je reçois Céline, sexologue passionnée. Ensemble, nous allons explorer ce qu'est le plaisir féminin, les obstacles que rencontrent les femmes pour le vivre pleinement et comment se reconnecter à notre propre désir. Allez, c'est parti. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Coucou Céline. Coucou Isaline. Bienvenue Merci. dans ce 3e épisode. 3e. Tu vas te Jamais dire. 203. Ouais. Bah, attends, non, j'aimerais bien que tu reviennes quand même. Avec plaisir, toujours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on entre directement dans le sujet, si tu es d'accord. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Ça sera plus facile si on tire directement le pansement. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on va parler du plaisir féminin. C'est un sujet qui, pour moi, est très important parce que lié à beaucoup de choses dans notre épanouissement et qui est tabou. Mhm. D'ailleurs, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu penses qu'il est tabou, ce sujet, encore aujourd'hui, en fait ? Déjà, je voulais te remercier d'avoir proposé d'aborder ce sujet parce qu'en effet, je trouve qu'on en parle assez peu. Oui. Si on cherche, on trouve des informations à ce sujet-là, mais c'est pas quelque chose qui va... Dans les magazines de l'été, c'est jamais la première page qui titre Comment se masturber au féminin. Il y aura très peu souvent ce genre de phrases. Et je pense que c'est tabou parce que finalement, ça donne une autre posture à la femme. Ça reste mon avis personnel. Hein. Oui. Ça donne une autre posture à la femme, une posture où elle, au lieu de prendre soin des autres, elle va prendre soin d'elle. Elle va apprendre à se donner du plaisir. Et potentiellement, il pourrait y avoir ce côté, mais si elle arrive à se donner du plaisir toute seule, à quoi je sers en tant qu'homme ? Tu vois ? Ouais. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça a été souvent mis de côté. On a très peu mis en avant le fait que le plaisir féminin, il était... autant valable que le plaisir masculin. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être, parmi nos auditrices, des personnes qui ont peut-être découvert cette masturbation plus tard ou qui ont peut-être caché qu'elles avaient ce plaisir dans la masturbation. Peut-être certaines personnes qui sont en couple aussi, ça peut arriver. Elles le font plutôt en cachette parce qu'il y a une espèce d'aura un peu... c'est mâle qui flotte là-dessus. Oui, on va vraiment parler de ce point-là en particulier, même si, comme on l'a dit dans le podcast précédent, sur le désir dans un couple de longue date, le plaisir est vraiment aussi global. Là, on va plutôt parler de ce plaisir sexuel, en fait, qui, effectivement, je trouve, on ne parle pas du tout. D'ailleurs, moi, j'ai grandi, elle n'a jamais eu de la discussion entre copines. Ma maman m'en a jamais parlé, bien que c'était pas... Enfin, je sais que j'aurais eu la possibilité de le faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas... ouvertement parler de ça. En tout cas, elle m'a pas accompagnée sur ce thème-là. Et moi, je l'ai découvert, je dirais, de manière, je sais pas comment on dit, tout d'un coup, tiens, il y a un truc qui existe là au fond. Et c'est plutôt sympa. Je m'en suis jamais cachée par rapport à mes partenaires. Par contre, pour moi, il n'y a pas de honte derrière ça. Par contre, je pense qu'effectivement, j'imagine, c'est générationnel. Ça reste mon avis aussi. Et comme tu dis, je pense qu'il y a tout à déconstruire derrière la honte, derrière le fait qu'on a le droit et le fait que même si on est en couple, faites-le en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi et on est à plus ou moins de la même génération. Mhm. Et moi, c'est pareil. C'était pas du tout tabou, les sujets de sexualité chez moi. Si j'avais posé des questions, j'aurais eu des réponses, mais en fait, on n'abordait pas particulièrement ce sujet. Et j'ai aussi découvert assez tard, je dirais pratiquement autour de la trentaine, la masturbation, en me disant, et puis vraiment en essayant mes limites entre peur, honte et est-ce que ça va faire quelque chose, tu vois. Et du coup, c'était assez bizarre de se dire, mais c'est possible, en fait, j'y arrive aussi, et puis ça peut fonctionner aussi pour moi. Puis après, la communication dans mon couple fait que on a pu aussi l'aborder, on a pu bien en parler, et puis du coup, après, c'est même mon mari qui m'a acheté mon premier sextoy. Donc du coup, tu vois, c'était une bonne communication entre nous. Mais du coup, c'est vrai que j'en veux pas, parce que comme tu dis, je pense que c'est vraiment une question générationnelle, parce que finalement, cette image que l'homme peut t'apporter ce dont tu as besoin, ton partenaire ou ta partenaire d'ailleurs, et que du coup, finalement,
t'aurais pas vraiment la nécessité de ressentir ce plaisir ailleurs. Et je pense que c'est là que le bas, il blesse un peu. C'est que finalement, ce qui devrait compter, c'est cette recherche de plaisir, cette connaissance de soi. Et pas forcément le fait d'avoir absolument un orgasme. Avoir un orgasme, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Tu vois, se masturber, c'est aussi apprendre à se connaître, c'est aussi se découvrir, voir les touchés qui nous plaisent, les touchés qui nous plaisent pas. Est-ce qu'il y a des sensations qui sont plus fortes, moins fortes? Est-ce que si j'appuie pas? Est-ce qu'il faut pincer? Est-ce qu'il faut masser? En fait, c'est plutôt pour se découvrir. Et ce serait pas même... Là, on parle de masturbation féminine au niveau du clitoris, mais ça pourrait être aussi, en fait, un toucher beaucoup plus général sur le corps. Je vois en consultation, il y a très peu de femmes qui se regardent nues, qui observent leur vulve, qui se caressent sous la douche, qui peuvent se toucher le corps, qui disent « Ah, quand on me caresse derrière les oreilles, ça me fait quelque chose. Quand on me caresse, les zones érogènes, il y en a plein. » Du coup, c'est plutôt même une globalité de ce plaisir féminin qui est un peu tabou. Oui, moi, ce que je relève dans ce que tu as dit, c'est que c'est faire connaissance avec son corps, en fait. C'est ce que tu as dit au début. Ouais. Et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que tu as dit que tu avais connu ça à 30 ans. Mm-hmm. Alors, du coup, tu vois, on élève des garçons, des filles. Hein. Qu'est-ce qui fait que il n'y a pas eu avant d'envie d'aller voir qu'est-ce qui se passait là? Parce que, tu vois, moi, je vois mes garçons, c'est une partie qui est externe, donc forcément, c'est comme un bras. Ils vont aller explorer. Bien sûr. Ouais. Et puis, je pense que le fait que ça soit plutôt à l'intérieur, peut-être qu'il y a eu des peurs, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai fait plus tôt que toi. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi. Et toi, quelles seraient les pistes qui fait que tu as attendu jusqu'à 30 ans? Écoute, sincèrement, je pense qu'il y avait pas d'intérêt, je pense. Tout simplement, j'y ai pas pensé. Et la fréquence des relations intimes que je pouvais avoir était suffisante pour moi. Comme on a discuté aussi dans le dernier podcast, je disais que j'avais un désir qui était aussi plus réactif. Mm-hmm. Du coup, c'est pas forcément le truc où je vais me dire « Ah tiens, là, j'aurais envie ». J'ai besoin aussi, même pour cette masturbation, d'un élément qui va me donner envie d'y aller. Tu vois, de me donner envie d'aller m'explorer. Après, de me regarder nue, de m'observer, là, je fais la distinction, je l'ai fait plutôt ça. Okay. Mais donc, du coup, ça veut dire que ça peut être tout d'un coup un film avec une scène, pas forcément un film porno, mais même un film où il y a une scène d'amour dedans. D'un coup, ça, je vais me dire, ah, ça m'émoustille un peu, et puis je vais vouloir y aller. Ou alors aussi, ça peut être... c'est vrai que des fois, ça peut m'arriver d'utiliser ça un peu... On en parlait un peu avant d'enregistrer, mais si j'ai mes douleurs de règles qui sont assez fortes, par exemple, tout d'un coup, ou bien si j'ai mal à la tête, je vais me dire, OK, je sais que ça va me faire un peu un shoot d'ocytocine, de sérotonine, ça va me faire du bien. Et du coup, je le fais un peu plus... alors, le plaisir, il est là, bien entendu, mais finalement, il y a quand même un but derrière. Mais ça reste quand même quelque chose que je fais assez ponctuellement, assez peu, je dirais, peut-être par rapport à d'autres personnes. Là, finalement, c'est uniquement par rapport à mon point de vue à moi. Parce que, voilà, j'en ressens pas particulièrement le besoin. Et puis, j'ai une bonne communication autour de la sexualité avec aussi mon mari, qui fait que on arrive à s'accorder et puis que j'ai pas besoin... Enfin, je peux lui dire assez facilement, non, ça, j'aime pas, ou fais-le pas comme ci, ou fais-le pas comme ça. Tu vois, c'est pas... J'ai pas besoin d'être satisfaite dans un autre côté, même si ça peut... Ça m'embête de le dire comme ça parce qu'on n'a pas besoin de se masturber parce qu'on n'est pas satisfait dans sa relation de couple. Ça peut être deux choses, mais en tout cas, dans mon fonctionnement et dans ma vision personnelle de ma sexualité à moi, en fait, j'en ressens pas forcément le besoin, peut-être autant qu'une autre personne. Ouais, chacun doit trouver son équilibre, en fait, par rapport à ça. Mais ma question, c'est que je suis étonnée. Tu penses qu'il y a des femmes qui ne le pratiquent pas du tout ? Je pense qu'il y a des femmes qui ne le pratiquent pas, et ça, je pense que c'est important qu'on puisse le dire aussi aujourd'hui. En fait, c'est OK de ne pas vouloir se masturber. Okay. On peut apprendre à se connaître d'autres manières, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. Alors, bien sûr, on le sait que d'un point de vue professionnel, je suis très neutre dans mes avis, et puis chacun fait vraiment comme il le souhaite, tant que les deux sont consentants ou que la personne elle est à l'aise. Et du coup, j'aimerais pas que les personnes qui nous écoutent, qui se masturbent pas, se disent mince, en fait, je suis pas normale et tout. Non, pas du tout, en fait. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Et ça, je l'ai compris. J'aurais voulu le comprendre plus tôt, parce qu'il y a quand même eu toute une période, justement au moment un peu où tous ces sextoys sont sortis, où moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, pourquoi toi, ça t'intéresse pas, pourquoi toi, tu te masturbes pas, etc. Et finalement, ça, j'aurais voulu le comprendre plus tôt. En fait, c'est OK de pas avoir envie de se masturber. Et maintenant, la difficulté, c'est est-ce que si j'ai pas envie de me masturber, pourquoi ? Est-ce que ça m'intéresse pas ? C'est OK. Est-ce que j'ai des blocages ? J'aurais envie de tester, mais j'ai des blocages, que ce soit éducationnel, que ce soit religieux, que ce soit aussi autour de ce que j'ai pu voir ou apprendre de mes expériences sexuelles. Et puis aussi, est-ce que finalement, je sais pas trop comment m'y prendre ? Puis du coup, j'ai une peur un peu associée.
Ce serait plutôt ça qui serait intéressant à se poser comme question. Si c'est « ça m'intéresse pas », ok. Maintenant, s'il y a une souffrance derrière dans la relation avec le partenaire ou les différents partenaires, là, on peut quand même essayer de s'interroger. Se dire, en fait, je sors avec... Je prends un exemple, un peu une hypothèse, mais je sors avec quelqu'un depuis 5 ans. Finalement, à chaque fois qu'il me caresse le clitoris ou qu'il me fait un cunnilingus, j'aime pas trop ça parce qu'il le fait pas bien. J'aurais préféré qu'il le fasse de telle ou telle manière, mais j'ose pas lui dire. Finalement, tu vois, là, il peut y avoir quand même une problématique dans la relation intime parce qu'il y a une mauvaise communication. Mais la problématique, c'est pas le fait qu'il y ait ou pas de masturbation, c'est le fait qu'il y ait pas de communication. Justement, j'aimerais répondre sur le fait que tu dises on en a besoin ou pas dans une relation. Si on n'attend pas l'orgasme dans nos relations, est-ce que ça peut être un outil? Comment on peut l'utiliser? Parce que actuellement, se libère la parole sur le fait que les femmes, on n'a pas d'orgasme à chaque fois, à chaque relation. Et j'ai envie de dire, heureusement que maintenant on s'y intéresse et que justement on puisse libérer la parole autour de ça, que nous, en tant que femmes, on se sente aussi OK de dire à notre partenaire « Ouais, mais toi, t'as eu, mais moi, j'ai rien eu, donc faisons quelque chose, en fait. Ouais. » Et compte tenu de ça, si on n'a pas d'orgasme, est-ce que le fait de se masturber en amont, est-ce que ça peut aider? Et si oui ou non? Déjà, je pense que c'est important ce que tu as dit. La majorité des femmes, statistiquement, elles ont plutôt un orgasme externe, au clitoris externe, d'accord? Et pas forcément des orgasmes à la pénétration. Maintenant, il y a, et j'ai pu le voir en consultation, des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'orgasme à deux, mais qui arrivent à avoir un orgasme toute seule, par exemple. Mais je pense que là, la difficulté, elle est plutôt, et ça tend quand même aussi à s'ouvrir la discussion autour de ça, c'est de pouvoir démystifier un peu cet orgasme comme étant le saint graal à absolument avoir. Oui, puis dans les films, on grandit avec l'idée qu'on fait tout, enfin, c'est ensemble. C'est ça, ça va ensemble. Et puis, ça marque la fin de la relation et la fin de la relation qui s'est bien passée. Oui. Au final, l'unité de mesure, ça devrait être le plaisir. Est-ce que j'ai pris du plaisir, oui ou non? Ah, c'était une question que je voulais te poser, je te coupe. Est-ce qu'on peut faire une différence entre plaisir et orgasme? On peut faire une différence. En tout cas, moi, je le fais. Je trouve que le plaisir, en fait, le problème de l'orgasme et du désir de manière générale, c'est qu'il y a un impératif un peu qui est associé à ça. Il faut que j'atteigne l'orgasme, sinon peut-être mon partenaire il va pas être content, sinon il va penser que j'ai pas apprécié ce qu'il a fait, ou etc., etc. Peut-être que les autres relations qu'il a eues, il arrive à chaque fois et tout ça. Et du coup, cet impératif, il bloque complètement le désir. En fait, tu vois, il va bloquer les choses parce qu'on va être dans une anticipation de performance autour de l'orgasme, que ce soit l'orgasme féminin ou masculin, là c'est dans les deux cas. Et du coup, pour moi, le plaisir, c'est différent. C'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Comment je me sens? Est-ce que je me sens en confiance, en sécurité? Est-ce que j'apprécie le moment? Est-ce qu'il y a un échange entre nous en termes de regard, en termes de caresses? Et puis pour moi, ça a une plus grande valeur, ça. Ça ne veut pas dire que les gens qui on avait abordé aussi légèrement ces langages érotiques et sexuels. Il y a des gens qui ont un langage qui est très sexuel, ça veut dire qu'ils ont besoin vraiment de cet acte un peu plus animal. C'est OK aussi. Mais voilà, il y a des personnes qui sont plus du côté de la sensualité, et ce côté-là, il n'y a pas forcément l'orgasme qui est recherché. Il y a plutôt la connexion, tu vois. Oui. Et du coup, ça me donne envie de te demander, c'était quoi déjà les langages? Alors, il y a un livre qui vient de sortir. Cette fois, je ne me trompe pas de nom, parce que la dernière fois, je me suis trompée. Elle s'appelle Margot Fried-Filosa, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Les langages sexuels, d'ailleurs, que j'ai commandé, que je vais aller récupérer tout à l'heure. Justement, où elle parle de plusieurs langages. Et donc, il y a vraiment le côté sensuel. Il y a un langage qui peut être aussi plus intellectuel, d'avoir besoin justement d'avoir un échange, d'avoir une connexion aussi qui est plus intellectuelle à ce niveau-là. Il y a un langage qui peut être beaucoup plus animal. Là, je ne cite pas les siens, je te dis voilà, par mémoire. Il y a des gens qui ont aussi une facilité à s'exciter, par exemple, par les choses qui sont un petit peu tabous. Ça veut dire un peu les fantasmes, les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, on peut avoir vraiment trouvé son langage ou faire un mix de plusieurs langages qui nous permet de mieux communiquer avec l'autre personne aussi. Oui, parce que ça, tu m'en as parlé avant, tu as dit que la communication, c'était un peu une des clés aussi pour le plaisir féminin. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour justement favoriser cette communication? Je pense déjà demander un peu l'avis de l'autre sur ce qu'il pense de la masturbation en solo. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais parlé de sexualité et qui a déjà de la peine à dire, par exemple... voilà, ça j'aime. Comment elle peut venir sur ce sujet, tu vois? Est-ce qu'elle prend son courage à deux mains? Est-ce qu'il y a une autre manière de le faire? Alors, il pourrait y avoir plusieurs manières. Déjà, ça pourrait être de faire écouter, par exemple, un podcast à
à son ou sa partenaire pour lui ouvrir un peu l'idée sur la thématique. Et puis ensuite d'aborder ensemble, de dire qu'est-ce que tu as pensé du podcast. Puis on discute en fait d'un autre sujet, mais qui concerne quand même ce qu'on aimerait aborder. L'autre chose que j'aime bien proposer des fois pour certains couples, c'est des jeux aussi. Il existe des jeux avec des cartes où il y a des questions. Il y a le Jouissance Club, le jeu Jouissance Club par exemple. Il y a des jeux qui s'appellent 10 mois aussi. Il y a des versions couple et des versions un peu couple pimentées. Il y a aussi un jeu, on pourra mettre au cas où en référence, mais un jeu d'un site qui s'appelle MyLuby et qui vend aussi des lubrifiants, aussi pour se poser des questions autour du couple. Du coup, ça permet de ramener un côté ludique. Parce que c'est clair que ça, je le conçois tout à fait. Aborder ce genre de questions, c'est pas facile. Il faut déjà être en confiance, se sentir en sécurité. Et puis, quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas simple. Et puis, l'autre chose, ce serait aussi de venir voir un ou une sexologue, finalement. Parce qu'on a des fois cette image qu'il faut venir quand ça va pas. Mais au final, on peut aussi aller voir que ce soit un thérapeute de couple, que ce soit un psychologue, que ce soit un sexologue, parce qu'en fait, on aimerait maintenir aussi cette santé mentale, ces questionnements qu'on peut avoir. Et puis, ça permet d'avoir une personne un peu au milieu pour aider à... Un médiateur. Ouais, c'est ça, exactement. On a parlé du fait que on ait le désir, qu'on ait envie ou pas, mais qu'est-ce qui pourrait influencer ce désir et cette libido? Quel facteur? Parce qu'on a déjà un peu parlé dans l'autre épisode, mais est-ce que tu pourrais nous redire qu'est-ce qui pourrait influencer ce désir? Tu penses par rapport au fait d'avoir une relation à deux ou une relation seule? Je pense d'abord une relation seule, parce que tu as dit des fois on peut ne pas avoir envie. Qu'est-ce qui pourrait... parce que pour moi, c'est tellement source de bien-être que j'ai du mal, c'est vrai, dans mon monde, à imaginer qu'il y a des femmes qui n'en ont pas envie. Donc, qu'est-ce qui pourrait les bloquer? Qu'est-ce qui pourrait empêcher ça? Ouais, je pense qu'il peut y avoir vraiment une dimension assez multifactorielle là-dedans. Ça peut être justement parfois des blocages, des croyances par rapport à comment on a été éduqué. C'est clair qu'il faut imaginer que, tu l'as abordé un petit peu par rapport aux garçons et aux filles, il y a un peu un double standard déjà dès l'enfance, où les garçons, ils ont un peu cet appareil génital qui est externe et qui du coup peuvent plus facilement le toucher, le caresser. Et puis ça fait aussi un peu partie, on a pu le voir involontairement aussi, c'est quelque chose qui, Mais il est externe, donc on le voit, on le touche, c'est beaucoup plus facile d'accès, quoi. C'est ça, et du coup, il y a quand même ce côté, et ça arrive aussi chez les garçons, mais où tout d'un coup on se fait surprendre, et on a tout d'un coup une remarque de ça se fait pas, c'est dégoûtant, fais pas ce genre de choses. Il faut penser que potentiellement, ça a pu arriver aussi à une personne, que ce soit masculin, mais là, dans ce cas, on parle plutôt de masturbation féminine, et du coup, d'avoir ancré en soi le fait que c'était quelque chose de mal. Tu vois, ça peut déjà être quelque chose qui bloque un peu et puis se dire non, mais je peux pas le faire, c'est mal, en fait. Après, ça peut être des croyances du fait que, ton mari va t'apporter tout ce que tu as besoin, tu n'auras rien besoin de faire. Et puis aussi, tout ce côté reproducteur. C'est quelque chose de fascinant, je trouve, de se dire que le clitoris, c'est quand même le seul organe qui n'est dédié qu'au plaisir. Et j'écoutais dernièrement un podcast avec un sexologue que j'aime beaucoup, qui disait qu'en fait, ça le fascinait de comprendre pourquoi, en fait, les femmes avaient reçu ça et que les hommes n'avaient pas, tu vois. Et de se dire, finalement, c'est fou de se dire qu'on a ce pouvoir-là, en quelque sorte. Et je trouve que c'est beau de se dire qu'on a quelque chose qui ne sert qu'à ça. Pour se faire plaisir, pour donner du plaisir, pour se donner du plaisir, mais que ça sert qu'à ça. Oui, et qui est relativement grand, en plus. Oui, c'est ça, exactement. Qui a été longtemps minimisé dans beaucoup de manuels médicaux, mais qui, finalement, maintenant, on se rend compte que c'est assez grand et que, finalement, c'est la stimulation interne de ce même organe, du clitoris, qui est aussi stimulé à la pénétration, au final. Du coup, et qu'est-ce que tu pourrais conseiller, parce qu'on est maman toutes les deux, pour justement accompagner nos enfants si on surprend? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ne pas justement créer de blocage? Voilà. Je pense que déjà, avec les enfants, là tu disais si on surprend, mais si on revient avant, si les enfants posent des questions, je pense que le mieux c'est ça c'était un conseil que j'avais vu, que j'avais donné à plusieurs parents, c'est de leur reposer la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que toi tu penses que c'est? Est-ce que tu penses que c'est mal? Est-ce que tu penses que c'est bien? Ou qu'est-ce que tu en penses? Si on dit mal ou bien, ça influence un peu déjà, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Et puis du coup, après, de laisser expérimenter. Déjà, je pense que c'est important aussi, mais ça c'est plus large dans le côté éducationnel, c'est déjà de se dire qu'il n'y a pas forcément... ça veut dire, typiquement, je pense, ma fille, elle a 12 ans, quand je vais dans sa chambre, je vais toquer,
Tu vois, je vais ouvrir la porte, mais je vais quand même toquer. Je vais respecter aussi le fait qu'elle puisse potentiellement avoir son intimité. Quand on les met au lit le soir et qu'on ferme la porte, je vais pas rentrer comme ça, vous dire « Ah, t'es en train de faire quoi ?» Voilà. Je pense que déjà, ça, c'est important, c'est de pouvoir respecter cette intimité-là. Et puis aussi que les parents ils puissent se dire que des fois, je rigole parce que ça m'est arrivé dernièrement, ils vont pas écouter ce qu'on nous, on va dire. Là, moi, j'ai déjà abordé avec mes enfants cette question-là du plaisir individuel. Ils ont pu le voir dans des livres qui étaient adaptés à leur âge. Mais ça leur est un peu passé au-dessus. Et l'autre jour, ils ont eu l'éducation sexuelle à l'école. Et ma fille, elle est rentrée, « Ah ouais, tu sais qu'en fait, on a un petit bouchon qu'on peut toucher, qui fait du bien. » Et j'étais là, mais ça fait en fait plusieurs années que je te le dis. Mais voilà, de se dire aussi que finalement, il y a des choses qu'ils vont entendre et qu'ils vont pas forcément intégrer, mais que finalement, au fur et à mesure, ça va venir. Et je pense c'est de ne pas en faire un tabou, justement. Ne pas réagir, oh, quelle horreur, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est normal, pas normal, etc. C'est de pas se mettre dans cet état-là, quitte à l'aborder avec l'autre parent, si on a la possibilité, ou avec une amie ou d'autres amis, en disant, voilà, mon fils ou ma fille fait ça, qu'est-ce que t'en penses, comment je peux réagir, plutôt que de réagir directement sur l'enfant, qui finalement, lui, est juste dans l'exploration. Il n'y a pas de... C'est ça aussi, il n'y a pas de mauvaise pensée. Il se dit pas, je fais ça parce que... en fait, c'est juste lui, il prend juste du plaisir, tu vois. Il n'est plus dans tout ce que nous on met autour en fait de sexualisation. C'est ça, exact. Il n'y a pas ce côté-là, en tout cas dans l'esprit des enfants qui sont plus petits. Après, si tout d'un coup ça arrive de surprendre, si on prend par exemple l'exemple d'un garçon ou d'une fille qui serait en train de peut-être prendre du plaisir, de se caresser sur le canapé du salon, etc., de pouvoir quand même lui réexpliquer le fait que son intimité, il a un espèce de cercle autour et puis que c'est bien qu'il respecte aussi l'intimité des autres et que, idéalement, s'il veut prendre ce plaisir-là, c'est OK, mais pas dans l'espace commun, mais qu'il peut le faire plutôt dans sa chambre parce que ça lui appartient aussi et puis que tout le monde n'a pas à vivre avec ce moment-là, tu vois. Je pense que ça peut être difficile pour les mamans ou les parents, on va parler des femmes là en l'occurrence, qui ne sont pas à l'aise avec le sujet. Ouais. Du coup, de pas surréagir ou de pas reporter leur peur ou leur croyance sur l'enfant. Donc, c'est tout un défi, à mon avis. C'est ça, c'est vraiment un défi. Et c'est pour ça que c'est mieux arrivé d'avoir justement en consultation une personne qui est venue une fois, mais qui avait juste besoin justement de parler, de se dire est-ce que c'est normal ce qui se passe, etc. Et de pouvoir se dire, en fait, c'est pas une question de normalité. C'est justement pourquoi j'ai réagi comme ça. Et ça, tu le vois aussi. D'un point de vue éducationnel, ça peut jouer pour tout. Oui. Quand mon enfant fait quelque chose, pourquoi il y a des choses que je laisse passer et pourquoi il y a des choses sur lesquelles je surréagis. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, tu vois? Je dis toujours, nos enfants sont nos meilleurs maîtres en développement personnel. C'est ça. Parce qu'ils appuient toujours sur des choses qu'on doit travailler. Ouais. Donc effectivement, c'est l'occasion, en tout cas si on surréagit à ce moment-là, de se dire mais qu'est-ce que je m'autorise pas ou qu'est-ce que ça vient éveiller en moi. Et c'est ça. Et puis après, trouver des ressources. Moi, j'ai des amis qui sont pas à l'aise avec ça, qui m'ont dit, elles me disent des fois, est-ce que tu as des livres, des choses qu'on peut proposer? Et du coup, ça décharge un tout petit peu le parent là-dessus, puis ça peut aider le parent aussi. Il n'y a pas de honte à dire je sais pas à un enfant. Moi, je veux dire, ok, j'ai des connaissances dans la sexologie parce que je suis formée là-dedans, mais il y a des choses que je ne sais pas. Et ça m'arrive de dire aux patients des fois, écoutez, alors là, par rapport à cette problématique, je ne sais pas, je vais me renseigner, faire des recherches et puis on l'aborde la prochaine fois. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est pas facile dans notre société. Pas savoir, être dans le flou et puis pas avoir une réponse à l'instant. Oui, c'est juste, t'as raison de soulever ça. C'est important. Oui, nous, on a beaucoup de livres et je pense que c'est aussi important d'avoir commencé jeune. Enfin, dans mon expérience, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a commencé quand ils étaient petits et du coup, je trouve qu'après, quand ils grandissent, c'est un sujet qui devient naturel dans le sens où, vu qu'on en a déjà parlé quand ils sont tout petits, innocents, puis que tu utilises des mots, les justes mots, mais quand même, c'est comme si moi aussi, je m'étais habituée à parler de ce sujet de manière, je veux dire, naturelle avec eux. Et du coup, ça suit un chemin beaucoup plus souple, fluide en fait. Ouais. Et là, je reprends ce que tu as dit, utiliser les bons mots, quoi. Je pense que c'est vraiment aussi un super outil. On appelle un bras, donc on appelle... S'il nous pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est le pénis, c'est le clitoris. Et ça, c'est aussi hyper important, je trouve. C'est difficile au départ parce que, justement, ça a à chaque fois une connotation un petit peu... justement, il y a une sexualisation autour de ces termes. Oui. Mais au final, comme tu dis, ça permet de peut-être désacraliser un peu. Oui. Et moi, je vois maintenant, des fois, je veux dire, ça m'arrive aussi, moi, ma mère, elle appelait ça la lune, ça m'arrive aussi d'utiliser ce mot, mais en fait, j'essaye au maximum d'utiliser le mot et mes enfants, je vois qu'ils l'utilisent beaucoup plus fluidement et qu'ils sont moins d'un coup réticents à utiliser tel mot, quoi. Puis après, au collège, ils inventent plein de mots. Oui, après, ils inventent plein de mots, puis finalement, tout passe, quoi. Mais, Mon Dieu, ouais. Pendant qu'on est en train de parler des enfants, ça me fait penser à l'accouchement.
Et on en a parlé en aparté, tu avais un astuce et je trouve important de le dire parce que dans ma famille, il y a ma sœur qui est enceinte, donc je me dis si elle l'entend, elle aura une astuce au passage. Tu me disais que la masturbation, le plaisir féminin était justement préconisé pendant les périodes douloureuses et notamment l'accouchement. Ça peut vraiment être utilisé. Il y a peut-être des femmes qui nous écoutent qui ont l'impression d'avoir eu cet accouchement orgasmique, comme on dit. Alors, il n'y a rien de parallèle avec ce qu'on ressent au niveau sexuel. Hein. Ce n'est pas du tout le même ressenti. Mais c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que d'avoir justement des câlins avec son ou sa partenaire au moment où on accouche, de potentiellement justement se toucher un peu et puis de ressentir, ça va un peu, en fait, ça va détendre. Et puis du coup, ça va permettre aussi de pouvoir accompagner un tout petit peu le travail. Donc, ça peut aider. Maintenant, c'est clair que, comme tu t'imagines, c'est pas forcément évident en milieu hospitalier, tout d'un coup dire, attendez, excusez, j'ai juste mon petit sextoy à sortir et puis j'utilise. Voilà, c'est quelque chose qui est pas évident, mais je sais que peut-être il y a des femmes qui auraient peut-être ressenti cet accouchement orgasmique et puis qui auraient ressenti une forme de honte en se disant, mais c'est pas normal, comment j'ai pu faire ça? Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez tabou d'ailleurs. On a tendance à oublier que le lien qui se crée avec le bébé et la mère au départ, et d'ailleurs, c'est un peu la problématique, c'est que justement le côté de la poitrine, par exemple, pour l'allaitement, tout est assez vite sexualisé autour de la femme par rapport à ça. D'où aussi, je pense qu'il y a cette honte vis-à-vis de la masturbation aussi. C'est que finalement, une femme qui va se masturber beaucoup, elle sera plutôt associée à quelqu'un qui est trop attiré par le sexe, etc. Alors qu'un homme qui se masturbe tous les jours, on va se dire, ouais, mais en fait, il a des besoins, etc. Et du coup, je trouve que c'est pas forcément évident parfois pour les femmes de se dire, mais en fait, je ressens quelque chose qui pourrait être associé à des signes que je peux ressentir quand je ressens du désir, quand je suis avec mon enfant. Et en fait, c'est tout à fait normal. Parce que les hormones qui se mélangent à ce moment-là, elles sont aussi les mêmes. Ah, d'accord. Tu vois, ouais. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que dans des moments de douleur, dans des moments d'accouchement ou quand on a par exemple, des douleurs de règles, des choses comme ça, on peut se dire, tiens, j'utilise la masturbation, avec ou sans jouet d'ailleurs, ou avec d'autres outils audio ou visuels, etc., pour pouvoir prendre un peu ce plaisir et puis me détendre aussi. Oui, parce que les bienfaits de la masturbation, ce sont lesquels ? Moi, je sais qu'en période de stress, c'est libérateur. Oui, déjà, ça va amener un plaisir intense. Ça peut justement déstresser, ça peut faire diminuer certaines douleurs. Certainement, là, j'ai pas d'études en tête, mais il y a certainement plein de choses qui démontrent aussi qu'il y a... Après, il y a des choses sur le moment, ça veut dire sur le court terme, qui vont être apportées, mais sur le long terme aussi, c'est un peu ce qu'on aborde aujourd'hui. Ça veut dire pouvoir vivre ses envies, ses fantasmes, apprendre à mieux se connaître, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, du coup, c'est vrai que il y a quand même un enjeu qui peut être quand même assez intéressant à, en tout cas, essayer. Donc en fait, c'est vraiment lié. En fait, on parle de quelque chose qui est très physique, mais qui est, je trouve, très lié après à notre épanouissement global en tant que femme et aussi dans l'intimité, comme on en a parlé, dans ton couple, même après 20 ou 30 ans, qui peut te permettre vraiment d'avoir quelque chose d'agréable, d'oser être, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, en fait, on minimise, encore une fois, dans la sexualité, on l'avait abordé lors du dernier podcast, la pénétration est vraiment au centre des relations sexuelles, souvent. Et ça tend aussi quand même à ça, j'espère en tout cas, à ne plus que ça soit le passage obligé. Voilà, c'est ça, que ce soit plus le passage obligé. Et du coup, ça veut dire qu'on peut vivre une sexualité qui est différente, qui est aussi plus axée pour ceux qui le souhaitent. Parce qu'encore une fois, j'ai rien contre la pénétration. Il y a des gens qui apprécient ça, et puis tant mieux si les deux sont consentants. Mais qui peut être plus justement sur quelque chose de l'ordre des caresses, de l'ordre du toucher. Et par exemple, quelque chose qui est intéressant à faire en couple, mais qui n'est pas facile, mais qui est intéressant, c'est se masturber l'un à côté de l'autre, par exemple. Tu vois, et puis utiliser en fait ce qu'on entend du plaisir que l'autre est en train de prendre pour s'exciter soi-même et vice-versa, par exemple. Mais c'est pas facile, parce que ça demande quand même, tu vois, quand tu imagines la scène, ça demande un lâcher-prise, une confiance, une sécurité totale en l'autre pour arriver à faire ce genre de choses. Complètement, une déconstruction aussi de ce qu'est l'image d'une relation intime à deux, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, ça peut arriver, et puis c'est aussi OK. Oui, tu vois, c'est notre intimité, ça ne concerne que nous. Exactement, ouais. Et puis ça me fait penser justement que ça pourrait être une solution en cas de douleur, en fait. Ouais. Bien sûr, parce que justement, il y a des femmes qui ont des douleurs à la pénétration qui peuvent être plus ou moins importantes selon ce qu'elles vivent. Ça veut dire que ça peut être interne, ça peut être déjà externe, ça peut être des brûlures, des sensations de déchirement. Il y a plusieurs choses qui peuvent être ressenties. Et du coup, parfois, dans certains couples où la communication autour de la sexualité n'est pas très présente, c'est des personnes qui vont se forcer.
Et finalement, qui vont, et ça, c'est malheureusement le cas en consultation, je vois des gens que ça fait plusieurs années qu'elles sont en couple et qu'elles ont mal à chaque rapport, mais qu'elles se disent, bon, au début, j'ai mal, mais après, ça va. Mais en fait, non, ça ne devrait pas faire mal. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose, et finalement, c'est une mini blessure qu'on inflige au corps quand même à chaque fois, qui fait qu'au bout d'un moment, elles viennent en consultation parce que plus rien passe. Le corps, en fait, il a répondu et au bout d'un moment, il a dit si toi, tu n'arrives pas à te rendre compte que ça fait mal, moi, je ferme, tu vois, de manière un peu schématique. Oui, tout ce qu'on ne veut pas entendre, le corps nous le dit. Donc, je pense qu'effectivement, à force, il se programme à ne plus y retourner. En fait. Et du coup, ça permet de vivre le plaisir différemment aussi. Et en fait, il peut y avoir des couples qui décident de se dire, nous, on a une sexualité sans pénétration parce que ni l'un ni l'autre, on apprécie ça particulièrement. Et on vit cette sexualité plutôt au travers de caresses, de toucher, de masturbation externe l'un et l'autre, par exemple. Ça serait génial qu'on libère la parole autour de ça, parce que franchement, peut-être qu'on est plus qu'on ne pense. Et finalement, quand on sait qu'en plus, statistiquement, les femmes ont un orgasme plutôt au niveau du clitoris externe, ça veut dire qu'il y a quand même passablement de personnes, hypothétiquement, qui ont des relations par pénétration pour que leur partenaire, là, dans ce cas, finisse, si on veut. Oui, c'est juste. Est-ce qu'il y a un lien entre santé mentale et plaisir féminin ? C'est une super bonne question. Je pense que ça va dépendre de chaque personne. Je n'ai pas une réponse toute faite, mais je pense que ça va dépendre de chaque personne, de comment les personnes elles vivent un peu les tensions aussi à l'intérieur d'elles. Est-ce que certaines personnes vont voir la masturbation comme étant quelque chose qui va justement les libérer, les rendre justement moins stressées, etc. D'autres personnes qui, peut-être, ce sera d'aller courir pendant 10 km, tu vois. Je pense que ce serait plutôt à comment est-ce que, en fait, je travaille sur cette santé mentale. Après, il y a peut-être des études, et je me renseignerai volontiers là-dessus, mais je dirais que les femmes qui ne se masturbent pas n'ont pas une moins bonne santé mentale que les femmes qui se masturbent, tu vois. Il n'y a pas de lien. Non, je ne dirais pas forcément. Puis, comme tu l'as dit au début, les femmes, elles sont souvent conditionnées à faire plaisir aux autres. Comment on pourrait inverser ça et repositionner la place de la femme D'abord, je me fais plaisir à moi, en fait. Ouais, je pense que ça va être assez bateau, ma réponse, mais c'est à travers la communication. Donc déjà, soit on prend déjà ce pouvoir dès qu'on est jeune et qu'on n'a pas forcément de relation avec d'autres personnes. Ça veut dire que dès le départ, en fait, on se rend compte que finalement, c'est aussi, j'entendais quelque chose d'hyper intéressant sur finalement que tout ce qu'on fait un peu a un côté politique. Ça veut dire que finalement, la sexualité individuelle, elle peut aussi avoir un côté politique, un peu un côté d'empowerment ou des choses comme ça, tu vois. Et du coup, de se dire, ok, dès le départ, en fait, je sais comment je fonctionne, je sais comment me faire plaisir, et du coup, c'est pas forcément l'autre, ça dépend pas de l'autre, tu vois. Et quand je suis avec une autre personne, c'est pas forcément cet orgasme que je recherche, mais c'est cette connexion, c'est ce besoin d'échanger. Et ça veut pas dire que tout d'un coup, un jour, on aimerait un one shot et puis que ça va aussi très bien. Mais du coup, de pouvoir se rendre compte aussi que si c'est uniquement sur le fait de ressentir un orgasme, autant les femmes que les hommes, on peut le faire tout seul. Oui. Et c'est pour ça, souvent, les couples qui viennent me voir parce que un des deux a une baisse de désir, quand on discute, qu'on approfondit, c'est pas vraiment l'acte qui manque, parce que, encore une fois, cet orgasme, on peut l'avoir en solo, mais c'est plutôt la connexion émotionnelle entre les deux. Et voilà, et du coup, le fait de pouvoir se connaître, de pouvoir guider l'autre, de pouvoir aussi montrer à l'autre en prenant sa main et montrer comment on aime être touché, etc., voilà, ça peut aussi créer une connexion vraiment très, très forte dans un couple. Ouais. Et qu'on ose plus dans notre vie en général. Ouais. Je pense que si on se connaît bien, en fait, c'est quelque chose qui peut nous favoriser à être nous-mêmes en dehors de notre couple. Oui, exactement. Et je pense que c'est des petites choses, parce qu'il peut y avoir plein de choses, mais on l'avait aussi abordé, je pense, mais le fait de dire non, le fait de se faire passer en premier parce qu'on ressent une fatigue et puis pas faire passer les autres, alors qu'on va être traité d'égoïste, surtout quand on est maman. Si on ne fait pas passer tout le monde avant nous, directement, ce sera un peu égoïste. Toutes ces choses, en fait, ça prend du temps à déconstruire, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de déconstruire quelque chose, tu as tout d'un coup tout le poids de la société qui t'arrive dessus et qui te rappelle que tu es vraiment une mauvaise personne de faire ça. Et du coup, tout est un peu lié, tu vois. Oui. Et je pense que et c'est pour ça que je dis toujours, avec mon mari, on dit toujours que on peut essayer d'apporter tout ce qu'on veut à nos enfants en termes d'éducation, de pas dire des gros mots, de bien se tenir, etc. Tant qu'on leur amène un esprit critique, on leur aura tout donné. Oui. Parce qu'ils pourront avoir justement un esprit critique puis une liberté de s'affirmer aussi en tant que personne individuelle. Oui. En disant, en fait, je peux être comme ça, peu importe si tout le reste de la masse ne l'est pas.
Complètement. Ouais. C'est une vraie clé, l'esprit critique. Ouais, mais c'est difficile Oui. parce que je vois bien que des fois on aborde des sujets, puis qu'on a aussi un jugement, et puis qu'on a aussi un avis, et puis je trouve génial quand les enfants grandissent, tout d'un coup ils commencent à dire mais moi je suis pas d'accord, challenge. mais pourquoi t'as dit ça, et je trouve ça génial, tu vois. Oui, tout à fait. Donc là c'est un peu pareil, je trouve, avec ce côté d'exploration intime, c'est de se dire finalement je peux le faire. Oui, c'est pas parce que des autres le font comme ça que moi c'est ce que j'aime en fait. Ouais, je peux le faire ou je peux pas le faire. Mhm. Les On est deux. libre. Ouais. Quels seraient les jouets, on en a parlé avant, que tu recommanderais, toi, pour soit quelqu'un qui n'a jamais pensé à ce sujet, mais qui se dit, en fait, c'est une peur et donc j'ai envie d'y aller. Mhm. Voilà. Alors moi, j'aime bien proposer de temps en temps des jouets, mais je trouve pas que c'est forcément obligatoire. Mhm. Je dirais que vraiment, s'il fallait aller par étapes, je conseillerais d'abord aux personnes de regarder leur vulve avec un miroir, de voir comment ça se présente, et puis ensuite de pouvoir, avec le miroir, tout d'un coup, faire des petites pressions, sans forcément être dans une recherche d'orgasme ou de plaisir, mais juste pour voir ce qui se passe quand on touche. Et ensuite, je conseillerais quand même aux personnes de le faire avec les mains au départ, pour pouvoir voir, quelle sensation est en train de se passer sous ma main, sur le clitoris, etc. Et puis après, bien entendu, les jouets, l'objectif du jouet, c'est que c'est censé fonctionner. Mais en même temps, c'est aussi une pression, je trouve, parce que j'ai des patientes, notamment une à laquelle je pense, qui a essayé et qui, franchement, a rien ressenti de particulier. Et du coup, ça peut aussi amener une pression de se dire, mince, en fait, je suis vraiment pas normale parce que toutes mes copines m'ont parlé de ce jouet et en fait, chez moi, il fonctionne pas. Là, il y a deux choses à ce niveau-là. Soit, en fait, ça fonctionne pas et puis c'est OK. Soit aussi, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui avaient une attente assez importante sur à quoi devait ressembler l'orgasme. Ah, OK. En fait, si tu veux. Et que du coup, quand l'orgasme est peut-être pas autant intense que ce qu'elles avaient pu imaginer, elles vont avoir l'impression qu'elles n'ont pas réellement eu un orgasme. C'est pour ça que moi, je trouve important que le point central, ça soit le plaisir et pas l'orgasme. Parce qu'au final, si on a ressenti un plaisir intense mais qu'on n'a pas eu d'orgasme, c'est quand même une relation sexuelle qui était agréable, tu vois. Ouais. Mais après, bien sûr, dans les sextoys, je dirais, le womanizer, en général, il fonctionne assez bien. Après, il y en a des où c'est juste une stimulation externe. Il y en a qui vibrent, il y en a qui sont plutôt sous forme de succion. Il y en a qui ont une stimulation interne et externe au niveau du clitoris. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est d'aller dans un magasin spécialisé. J'allais te demander, est-ce que toi, au cabinet, t'as toute une... Non, j'ai pas. J'ai pas toute une... J'ai quelques outils plutôt pour travailler par rapport aux douleurs, par exemple, ou par rapport à d'autres problématiques masculines, mais j'ai pas tout un tas de... Donc en fait, il faut plutôt aller au magasin et se faire conseiller. C'est ça. Aller au magasin se faire conseiller, ou il y a des sites en ligne maintenant aussi qui, en fonction de ce qu'on a envie, qui conseillent assez bien. Puis ça va dépendre du budget, parce qu'il y a des sextoys, ça coûte aussi... ça coûte assez cher. Après, je pense qu'il maintenant, il y a des sextoys qui sont très beaux aussi. Moi, je trouve qu'ils sont presque des œuvres d'art. Ah ouais, je me rappelle. Des sextoys en verre, des sextoys en bois, des choses qui sont vraiment assez belles. Tu ne soupçonnerais pas que ça sert à ça, non. en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà se dire, est-ce que j'ai envie de tester un sextoy ? Par contre, en termes de rapport qualité-prix, je dirais le womanizer, parce que le basique, il n'est pas très cher et normalement, ça devrait bien fonctionner parce que le système mécanique à l'intérieur est fait pour ça. Oui, je valide. Voilà. Je valide aussi, mais voilà. C'est le plus connu. Et voilà. Mais après, comme tu l'as dit avant, si ça ne vous convient pas, c'est que c'est OK aussi. C'est que c'est OK aussi, exactement. Vu qu'on a les deux un âge vers la quarantaine, est-ce que justement, avec l'âge, la préménopause, la ménopause, ça change, le plaisir change ? Est-ce que... je sais pas, on a des zones qui deviennent moins sensibles. Est-ce qu'il y a un effet de notre âge sur notre sexualité ? Je pense que ça a un effet. Ça va dépendre encore une fois de chacune des femmes. Il peut y avoir, par exemple, parfois des douleurs dues à, par exemple, des sécheresses, un petit peu, des changements un peu hormonaux qui vont amener ça. Maintenant, encore une fois, ça dépend de comment on a nourri le plaisir tout au long de notre relation de couple, que ce soit avec le ou la partenaire avec laquelle on est ou avec d'autres personnes qu'on a rencontrées. Et après, encore une fois, c'est clair que si on a tout misé sur la pénétration et puis qu'arrivé à la ménopause ou à la préménopause, on a des douleurs à la pénétration parce qu'on a des sécheresses vaginales, etc., puis qu'on se dit, mince, ma vie sexuelle, elle est finie, c'est dommage. Parce qu'en fait, non, tu aurais une autre manière de vivre ta sexualité sans cette pénétration. Et encore une fois, là, il faut arriver à se questionner, à se dire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place ? Est-ce que je me sens assez à l'aise ? Est-ce qu'on est assez à l'aise tous les deux pour discuter de ce sujet-là ? Ou bien est-ce qu'on se dit, tant pis ? Et ça, je trouverais dommage qu'on se dise tant pis. Ouais, de se dire, faites-vous accompagner pour essayer de voir, tiens, comment est-ce que je peux travailler là-dessus ?
Et maintenant, je suis une femme, je vais en parler à mon mari, et on sait que les hommes, des fois, se sentent un peu attaqués. Justement, est-ce que je serais encore utile si elle se fait plaisir toute seule, etc. Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Je pense que encore une fois, c'est ce que je disais avant, c'est par rapport à cette connexion. Quand on fait une masturbation, qu'on soit un homme ou une femme, hein, en fait, le but, il est peut-être de juste se poser 5 minutes et puis ressentir vite fait un orgasme, ou bien parce que on est stressé, comme on a dit, ou parce qu'on a des douleurs, etc. Il y a un lien qui se crée avec soi-même, si c'est le but recherché, parce qu'on peut très bien le faire sans arrière-pensée, mais si on a envie de prendre un temps pour soi, de se caresser, de mettre en place tout un scénario érotique autour de la masturbation, c'est OK. On peut, par exemple, prendre une douche avant, ensuite se mettre de la crème en prenant le temps de se caresser, mettre un peu de musique, des bougies, puis mettre tout un scénario autour de la masturbation. Et puis, quand on est à deux, on cherche autre chose aussi, tu vois. Il n'y a pas cette connexion émotionnelle quand on se masturbe seul. Il n'y a pas peut-être l'odeur de l'autre, le toucher de l'autre, les murmures. Voilà, il n'y a pas tous ces sens. La présence aussi. C'est ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes, qui sont complémentaires après dans ce que ça peut apporter à la relation de couple, mais qui sont complètement différents aussi avant. Et puis, en ayant écouté ce que tu avais dit la dernière fois sur l'épisode « Le sexe est-il le ciment du couple ?» moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, on peut très bien avoir une sexualité épanouie sans pénétration, du coup, sans l'image qu'on a classique, sur laquelle on a tous grandi avec les films, etc. Et puis, du coup, avoir une sexualité épanouie, chacun de son côté, ou ensemble, mais chacun de son côté. Enfin, voilà, comme on l'a expliqué avant. Oui, exactement. Et je pense qu'en fait, on se construit cette sexualité épanouie. Et si on est des fois trop à regarder ce qu'on devrait faire, ce qu'il faut faire, ce que les livres disent, ce que les magazines féminins disent ou magazines masculins disent, au bout d'un moment, on oublie un petit peu sa propre identité. Mais ça, c'est pareil pour tous les aspects de la vie. Et là, en fait, on peut créer sa propre sexualité épanouie. Et il y a des gens qui peuvent avoir une sexualité épanouie en ayant une relation une fois chaque 6 mois. Et puis d'autres, toutes les semaines. D'autres une fois par année. Voilà, il n'y a pas de norme, en fait. Il n'y a pas de règle. J'aimerais bien qu'on cite, si tu es d'accord, qu'on cite quelques supports. On a parlé des podcasts avant en aparté. J'aimerais bien qu'on dise. Et puis aussi, on a parlé d'un sujet que je trouvais important par rapport aux sites pornographiques. Alors, je pense que tout le monde connaît les sites dits classiques, mais toi, tu proposes autre chose et je trouvais intéressant. Il y a plusieurs supports qu'on peut utiliser pour aider aussi à faire monter cette excitation. Donc, il y a le côté, comme on a dit, des podcasts. Il y a des audios érotiques, comme on les appelle. Donc là, vous trouvez soit des sites qui sont un peu gratuits, que vous pouvez mettre sur Spotify, soit on parlait un peu, je pense qu'on peut le citer, mais il y avait Femtasy, qui est un site qui est assez bien fait, parce qu'il permet de justement pouvoir choisir le scénario érotique avec lequel on a envie de jouer à ce moment-là. La voix aussi. C'est ça, la voix. Est-ce qu'on veut une voix masculine, féminine, plutôt grave, plutôt aiguë, quelle histoire, où est-ce que ça se passe, etc. Pour les gens qui sont moins auditifs, il peut y avoir le visuel. Donc là, c'est clair qu'il y a le porno classique, il a une mauvaise représentation. Il donne une mauvaise représentation de ce que c'est la sexualité, mais il existe du porno qui est plus éthique. D'accord ? Et là, si vous mettez sur Internet porno éthique, vous aurez, moi je peux vous citer le site de Erika Lust, qui est en fait une porno-réalisatrice suédoise et puis qui fait un peu de ce porno éthique son combat. Mais voilà, on peut décider aussi de regarder quelque chose qui est plus doux pour nous en termes de pornographie, tout en sachant, comme on l'a aussi abordé, que selon X ou Y personnes, la pornographie pourra être décriée. Et oui. Voilà. Mais je pense que c'est le regard qu'on va porter dessus et pas forcément... On est d'accord que là, on parle d'adultes. Complètement. On est d'accord on a plus de 18 même ans. Des pornos éthiques, j'aimerais pas que ça tombe sur des mineurs. Et puis après, pour les personnes qui seraient ni visuelles ni auditives, il y a le côté lecture. Donc, ça peut être soit des romans érotiques, donc ça, vous en trouvez assez facilement dans les librairies, ou alors, ça peut être aussi des romans d'amour. Ça dépend un peu ce qui, justement, va faire réveiller votre désir. Ouais. Certaines personnes, ce sera peut-être de voir la tendresse dans un film de Noël. D'autres, il faudra vraiment qu'il y ait une relation sexuelle, comme dans un film 50 Shades, etc. J'allais les citer. C'est ça. Donc, du coup, ça va dépendre de chaque personne. On parlait en aparté aussi de la série Sex Education. Oui. Selon comment, elle peut aussi tout d'un coup se dire, en fait, ça émoustille aussi un peu, tu vois. D'ailleurs, je fais l'aparté sur Sex Education. Le personnage aimé, qui justement va aller explorer toutes les possibilités pour son plaisir féminin. Et je trouvais très intéressant de
de montrer ça à l'image, justement, qu'elle prend du temps pour se connaître elle-même. Elle qui pensait, je ne sais pas si vous avez regardé la série, mais je vous recommande en tout cas cet épisode-là, qui pensait vraiment que le rapport sexuel, c'était une pénétration, puis après, une fois que l'homme avait fini, c'était terminé. Ouais. Et après, elle déconstruit vraiment ça, et je trouvais très joli de le montrer, et que c'est pour un public qui est considéré, qui est plus jeune que nous, en fait. Oui, tout à fait. Je trouvais chouette. Ouais, donc voilà, il y a quand même assez de support. Et puis après, on peut aussi très bien y arriver sans support. On peut utiliser aussi son imaginaire érotique et se créer son scénario érotique à soi. Ça veut dire, OK, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est tel endroit, telle chose, telle personne. J'ai envie d'imaginer tel personnage dans ma tête. Et puis utiliser son imaginaire érotique avec peut-être un fond de musique ou même pas. Et puis de pouvoir aussi travailler là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler en consultation, cet imaginaire érotique, s'autoriser à penser à d'autres choses pour m'aider en fait à faire monter un peu ce plaisir et cette excitation-là. Est-ce que qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui nous écoutent, donc les auditrices, retiennent ou démystifient de notre discussion? Ce serait que si elles se masturent pas, c'est OK. Voilà. Oui, si elles n'ont pas envie de tester et que ça les intéresse pas, c'est OK. Mais que si elles ont envie, qu'elles n'hésitent pas à le faire. En fait, qu'elles prennent le temps de se dire, voilà, un jour seule à la maison, sans les enfants, si elles ont des enfants, ou sans leur partenaire, si ils sont mariés ou pas. Mais voilà, de pouvoir se dire, OK, j'ai envie de prendre un temps pour explorer, puis de prendre son temps, en fait, aussi. De se dire que c'est pas la première fois qu'on va peut-être se toucher que ça va fonctionner. Et que c'est pas grave, en fait. Qu'on est là juste pour explorer et qu'on vise pas l'orgasme à tout prix. Qu'on vise juste le plaisir, ce serait ça. Le temps pour soi. Ouais, exactement, le temps pour soi. Est-ce que Céline, tu peux nous citer des livres que tu recommanderais ou d'autres ressources justement sur le thème du plaisir féminin? Alors, pour ce qui est des livres, j'ai pas de livres comme ça. Il y a beaucoup de livres qui ont été faits autour du clitoris. J'ai pas vraiment regardé s'il y en avait sur la masturbation. Par contre, il y a pas mal de podcasts autour de la masturbation, vraiment spécifiquement sur ce thème, qui ont été faits. Donc là, même si vous mettez dans la barre de recherche masturbation féminine, vous allez tomber dessus. Et puis après, déjà, je trouve que quand on se sent vraiment en décalage avec la sexualité, puis qu'on est un peu gêné de l'aborder, ne pas hésiter à acheter aussi des livres d'éducation à la sexualité, même si à la base c'est fait pour les enfants. Je pense notamment aux lignes de Charline Vermont, que je recommande beaucoup, qui a fait un livre, Les 120 questions que les enfants posent à leurs parents, je crois que ça doit s'appeler comme ça le titre, où dedans, en fait, il y a toute une première partie qui parle aux parents, et puis ensuite des questions. Il n'y a pas de honte à feuilleter ce genre de livre, puis à se dire « Ah ouais, ça, je ne savais pas ». D'aller aussi se renseigner sur les choses, d'aller essayer de découvrir les choses. De dire « Ok, là, j'ai un a priori là-dessus, mais est-ce que je connais vraiment le sujet sur lequel j'ai un a priori ?» Puis de se dire « Ok, en fait, j'ai envie d'aller un peu plus loin que ce qu'on a pu me dire, que ce que ma voisine m'a dit, que ce que ma meilleure amie m'a dit. Moi, j'ai envie d'aller chercher les infos. » Ouais, moi, j'ai acheté, je parle au passé, le livre Ado Sexo, qui est vraiment hyper complet, qui est presque... j'ai tous les âges à la maison, à partir de 13 ans, qui est intéressant. Ouais. Mais même moi, j'ai appris des choses dans le feuilleton, parce qu'il est tellement complet. Il y a des questions que je me suis dit, mais je me suis jamais posées. Mais c'était quand même hyper intéressant. Ouais. Donc effectivement, je trouve que le conseil est très pertinent. C'est ça, d'aller chercher en fait quand on ne sait pas ou quand on a peur de quelque chose, d'aller se renseigner, tu vois. Alors Céline, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'avant tes 30 ans, parce que c'est à ce moment-là que tu as découvert la masturbation? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui chuchoterais à l'oreille? Peut-être que je me dirais, si tu es tombé dessus par hasard, intéresse-toi. C'était peut-être pas vraiment un hasard, finalement. Ouais. Je ne pense pas que j'aurais pu changer quelque chose, que ça soit plus tôt, parce que certainement que ça s'est passé comme ça, parce que ça s'est passé comme ça, mais en tout cas de me dire... si tout d'un coup tu ripais dessus par hasard et que tu ressentais que c'était quelque chose d'agréable, pas tu te dis tiens, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive, mais de partir encore dans cette exploration personnelle. De se permettre d'explorer. Ouais, exactement. Très bien dit. Merci Céline. Merci beaucoup Isaline. Pour cet entretien sur le plaisir féminin, sur la masturbation. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le commenter, à le partager, à diffuser l'épisode pour qu'on puisse toucher le plus de personnes possible. C'est grâce à toi, derrière ton écran ou derrière tes oreillettes, qu'on arrive à diffuser et à avoir un impact sur ces sujets qui sont encore tabous aujourd'hui. Et bien voilà, je te dis merci.